Georges Friedman, vous avez consacré une grande partie de votre vie à étudier les problèmes du travail, de la technique. Est-ce que vous en avez parlé comme un intellectuel, quelqu'un qui est resté assis dans son bureau, ou si vous avez eu une expérience concrète du travail? Écoutez, je crois en avoir parlé comme un intellectuel parce que on ne peut pas se détruire, mais je pense en avoir parlé comme un homme qui a pris les contacts les plus directs avec le monde du travail, euh, étant jeune agrégé, assistant à l'école normale supérieure, le directeur de l'école normale, Célestin Bouglet, a eu la bienveillance de me permettre de commencer et de poursuivre un apprentissage à mi-temps de mécanicien sur machine-outil que je n'ai pas d'ailleurs fait avec l'idée que j'allais connaître la condition ouvrière, mais pour savoir ce qu'étaient les machines. Et alors d'autre part, pendant plusieurs décennies, et je peux dire jusqu'aux environs de 1960, et ça m'arrive encore maintenant, ça m'est arrivé au Japon il y a 18 mois, eh bien, je passe beaucoup de temps dans des usines, des chantiers, des ateliers, des mines. Alors, si vous voulez, il m'est arrivé à certaines périodes de passer vraiment la moitié de mon année dans les lieux de travail. Maintenant, depuis quelque temps, vous vous intéressez plus particulièrement, si je peux dire, à un problème au fond qui est d'ailleurs sous-jacent tout au cours de votre œuvre, au problème de la sagesse, au problème au fond de cette technique qui envahit toute la vie de l'homme et qui finalement fait reculer peut-être de plus en plus les zones de la sagesse, les besoins de sagesse même qu'il y a en lui. Oui. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez raison de dire que ces problèmes étaient sous-jacents déjà dans ma jeunesse, quand enfin, j'ai été orienté vers, euh, vers les problèmes du progrès technique, vers l'influence des techniques sur la sensibilité et sur l'esprit et sur le corps de nos contemporains. Ces problèmes existaient depuis toujours. Euh, Ils se sont précisés par la suite. Il est certain que tout d'abord, dans une première période, j'ai voulu voir à quelles conditions le travail pouvait être humanisé, à quelles conditions les ouvriers, en particulier les ouvriers non qualifiés, ce qu'on appelle les OS, les ouvriers spécialisés, je ne sais pas si c'est le même terme qu'on emploie au Québec, il est très trompeur, parce que les ouvriers spécialisés, justement, ne sont pas des ouvriers spécialistes. Et je me suis demandé si ces ouvriers, qui sont des millions d'ouvriers et d'ouvrières, des dizaines de millions de par le monde, et leur nombre augmente encore parce qu'on introduit le travail à la chaîne en ce moment dans le tiers-monde, je me suis demandé si ces ouvriers pouvaient jouir de conditions de travail qui leur permettent de mener une vie humaine. Et alors tout de suite, je vais vous dire quelque chose, c'est que de plus en plus, au fur et à mesure que je m'intéressais à ces problèmes du travail, je me convainquais que l'homme est un, l'être humain est un, et que par conséquent, les heures qu'il consacre à gagner sa vie, à gagner son pain, même si c'est du pain beurré, même si c'est de la brioche pour certains, eh bien que ces heures expliquent aussi sa conduite, ses attitudes pendant ces heures de non-travail. Je n'aime pas le mot de loisir. Je n'aime pas du. Je l'ai dit d'ailleurs dans certains de mes livres, dans un petit livre qui s'appelle Cette étude sur l'homme et la technique et qui est couvert d'une très belle, très beau dessin à l'encre de Chine de Fernand Léger. J'ai dit que je n'aimais pas le loisir parce que c'est un mot un peu aristocratique et qu'en réalité, nos contemporains eh bien, ont leur temps de non-travail rongé par toutes sortes d'obligations. Alors voyez-vous, je reviens à enfin, cette conviction qui est une conviction d'observation, car je suis un homme capable de changer mes opinions, enfin, j'allais dire, à n'importe quel moment. Si vous me convainquez au cours d'un dialogue que je me trompe, je me rangerai à votre avis. Mais là, je me suis convaincu que l'être humain est un et que son travail, l'influence en ce qui concerne ses manières d'être, ses attitudes, ses désirs, ses besoins dans ses heures de non-travail, et inversement, le non-travail influe sur le travail. Et par exemple, pour vous donner un exemple extrêmement concret, j'ai été beaucoup aux États-Unis et je me suis intéressé aux grandes usines d'automobiles de la région de Détroit, que l'on prononce Detroit, c'est-à-dire pas très loin
du Canada et du Québec. Et là, et je l'ai raconté dans un de mes livres, Le travail humain, j'ai constaté à l'époque, et je sais que c'est encore vrai sous d'autres formes maintenant, que beaucoup d'ouvriers spécialisés qui étaient frustrés sur les chaînes, qui faisaient des tâches où leur personnalité n'était pas engagée, eh bien, avaient dans leurs heures de non-travail, que certains appellent loisirs, une sorte de refoulement, des frustrations, et qui les amenait à des comportements extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on explique, par exemple, qu'on expliquait à l'époque que durant les parties de chasse, il y avait tant d'accidents mortels. Comportement qui se manifeste surtout dans la conduite automobile. Comportement, alors qui se manifeste, vous touchez un point, en effet, que je crois très très important et qui, je crois, est important pour le Québec aussi. Je m'en suis rendu compte à Montréal et dans d'autres villes du Canada, pour ne parler que du Québec, à Québec même, pour ne pas parler d'autres villes alors très lointaines, puisque j'ai fait un enseignement également à Vancouver, dans le British Columbia. Je crois que le problème de l'automobile est capital, est tout à fait capital, et que, en effet, beaucoup de conducteurs et de conductrices, ça a été reconnu d'ailleurs, développent derrière leur voiture de nouveaux traits caractériels. Je ne sais pas si au Québec on dit aussi souvent qu'en France, quand il est au volant de sa voiture, vous ne le reconnaissez pas. Ou également quand elle est au volant de sa voiture, car à Paris, vous voyez des jeunes filles charmantes et quelquefois élevées dans des milieux de bourgeoisie raffinés, n'est-ce pas? Et quand elles sont derrière leur volant, utiliser un vocabulaire qu'un Ford et Hall hésiterait à employer. Mais ce comportement, il n'est pas simplement le fait du comportement de l'automobiliste, c'est également le comportement, par exemple, du consommateur de télévision, n'est-ce pas, qui devient abruti aussi. Eh bien, abruti, vous êtes sévère, là, n'est-ce pas? J'espère que les téléspectateurs de Radio-Canada ne seront pas abrutis en regardant cette émission. Mais vous êtes un peu sévère. Je n'ai pas employé ce terme de cette manière. Ce que j'ai voulu dire, en tout cas, alors en étudiant la télévision, et ça je l'ai fait ailleurs dans des études spécialisées que je recueillerai bientôt en volume, j'ai voulu dire qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne savent pas se servir de leur poste de télévision. Et par exemple, les indices américains, il y a un indice statistique qui s'appelle l'indice Nielsen, qui donne de la façon la plus exacte, en faisant porter une étude sur un échantillon de téléspectateurs américains, un échantillon très complet, qui donne les heures d'ouverture du poste. Eh bien, à l'heure actuelle, aux États-Unis, l'heure d'ouverture du poste, non pas de vision de programme, est d'environ 5h30 en moyenne par jour. Et cela vous dit, par conséquent, que les gens ne savent pas se servir du poste. Ils ouvrent le poste, mais qu'ils ne choisissent pas. Ils ne choisissent pas. Et alors là, si nous voulions parler sagesse, car je crois que c'était votre dessin, votre propos, eh bien, vous voyez, la télévision est un bon exemple, l'automobile en est un autre, mais on pourrait parler du transistor, on pourrait parler de l'avion, on pourrait parler des ordinateurs, on pourra parler bientôt des cabines spatiales. Il se passe ceci, c'est que nous sommes dans ce dernier tiers du XXe siècle, dans une époque où le progrès technique multiplie chaque jour les instruments qu'il met entre les mains de l'homme et augmente leur puissance. Par conséquent, la puissance de l'homme, de vous, M. Brisebois, de moi, de nos amis qui sont en ce moment dans l'équipe de Radio-Canada, notre puissance de chacun de nous est augmentée. Mais est-ce que les forces morales, et je ne crains pas de le dire à cette émission, les forces spirituelles dont chacun de nous peut disposer pour maîtriser cette puissance, est-ce que ces forces sont accrues? Non. Et alors de là vient ce que j'ai appelé, et qui est véritablement au fond de cette réflexion sur la puissance et la sagesse, de là vient qu'il y a ce que j'appelle le grand déséquilibre dans les sociétés occidentales et aussi dans les sociétés orientales. Car, je dis en passant,
je n'ai pas voulu visiter le monde entier. Je suis toujours, j'allais dire, un peu comme le criminel retourné sur le lieu de mes activités coupables. Et je suis retourné, par exemple, très souvent dans les Amériques du Nord et latine, du Sud, mais très souvent aussi dans les pays de l'Est. Et par exemple en Russie. Et vous parliez tout à l'heure de mon effort pour faire un apprentissage. Eh bien, étant jeune professeur dans un lycée de province, j'ai fait l'effort qui a été soutenu d'apprendre la langue russe avant d'aller faire des séjours d'études, des plans quinquennaux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans les pays de l'Est, il y a le même déséquilibre, qui du reste, si vous avez lu le très très grand romancier qu'est Solzhenitsyn, ce déséquilibre apparaît à travers son œuvre et à travers d'autres grands romanciers soviétiques aujourd'hui, dont je ne veux pas spécialement vous dire une liste, mais j'en ai relevé d'ailleurs des citations dans ce livre qui montrent que également en URSS, également en Pologne, en Hongrie, qui est le dernier pays qui m'intéressait et que j'ai visité assez récemment, là également, en Yougoslavie aussi, on voit des signes de déséquilibre entre ces instruments et les forces dont l'homme dispose. Et alors c'est là, si vous voulez, que se pose le problème de ce que j'ai appelé la sagesse. Oui, mais alors justement, comment acquérir cette sagesse? D'où peut-elle venir? Eh bien, n'est-ce pas, voilà, je suis un homme très concret, et même dans ces problèmes, je cherche à partir de réalité. Et un penseur auquel je veux rendre hommage au cours de cette émission, et qui a été vraiment mon maître, Karl Jaspers, le grand psychologue, psychiatre, médecin, philosophe, qui est mort il y a quelques années, à 84 ans, a très bien vu qu'il s'agissait de rendre l'homme supérieur à ses œuvres. Je ne sais pas si j'ai déjà employé cette formule qui est absolument magnifique. Et si je dis qu'elle est magnifique, c'est qu'elle n'est pas de moi. Bon. Elle est absolument admirable. Aujourd'hui, inversement, l'homme est inférieur à ses œuvres. Nous sommes inférieurs à ce que nous pourrions tirer de l'automobile. Vous voyez, nous avons ce dialogue au moment où en France, le gouvernement est absolument obligé de prendre des mesures, et on va voir s'il sera capable de les appliquer pour freiner la multiplication des accidents mortels, et on ne les compte pas, des victimes qui demeurent estropiées pour leur vie. Il est en train d'essayer de réglementer la circulation sur les autoroutes. Il n'a pas essayé de réglementer encore, mais je ne veux pas me lancer dans ce sujet, l'automobile dans les villes. Paris est une ville qui, en ce moment, je vous laisse le choix de la maladie, souffre de cancer et d'asphyxie à la fois. Alors, je reviens à Jaspers. Il faut rendre l'homme supérieur à ses œuvres. Et par conséquent, c'est un très grand problème d'éducation. Et les réactions, si vous voulez, à cet effort de réflexion que j'ai fait, qui est au fond un bilan d'enquête et d'observation faite pendant des décennies, n'est-ce pas? Eh bien, cet effort de réflexion a suscité des réactions qui me montrent que je crois que j'ai touché un point juste. Hier encore, n'est-ce pas, je lisais un manuscrit qui m'a été envoyé d'un homme qui est certainement un ingénieur, qui a travaillé à Air France. Je ne vous dis pas son nom. Il a une très haute situation à Air France et qui a écrit une méditation de 130 ou 140 pages qui mériterait d'être résumée à vos rencontres, dans vos rencontres et dans vos problèmes spirituels, parce qu'il arrive aux mêmes conclusions que moi. C'est un inconnu, son texte est admirablement écrit, et il arrive à la même conclusion que moi, c'est-à-dire que nous devons maîtriser chacun de nos instruments. Il faut apprendre aux citoyens des sociétés modernes, des sociétés techniciennes, comme je le dis, à maîtriser le poste de télévision, à maîtriser l'automobile, à maîtriser le transistor. Tiens, j'en ai pas parlé de celui-là, mais il fait des ravages lui aussi. Bon. À maîtriser l'avion. Regardez ce qui s'est passé il y a 3 semaines au Bourget, cette catastrophe qui se reproduira d'ailleurs. À maîtriser l'automobile. Regardez ce qui se passe dans tous les pays à propos des courses automobiles aussi, dont je n'ai pas également, qui sont comme ça une occasion j'allais dire, de déchaînement, de défoulement dans les foules, avec des morts. Alors nous pourrions prendre chacun de ces exemples, si nous avions le temps,
Et pour l'automobile, par exemple, montrer que le futur citoyen d'une société industrielle, que ce soit à Montréal ou à Paris, devrait dès l'école être préparé à son rôle d'homme supérieur à ses œuvres. Mais vous venez de prononcer un mot justement qui va m'amener à vous poser une objection. Vous venez de parler d'éducation et vous avez même prononcé le mot d'école. Or, Oui. vous n'ignorez sans doute pas qu'en Amérique actuellement, on fuit l'école et que partout d'ailleurs, l'école est remise en Bon, question. mais écoutez, je vais vous dire, partout l'école est remise en question, mais elle est également remise en question, par exemple, par des gens, vous avez entendu parler d'Ivan Illich, n'est-ce pas, probablement, mais elle est remise en question par des gens comme moi. Moi, ce que je propose, je ne peux pas vous le dire en quelques mots, mais c'est quelque chose de révolutionnaire. Je propose justement de faire entrer dans l'école le monde extérieur. J'ai écrit dans un grand quotidien du soir, que vous imaginez, n'est-ce pas, vous savez lequel, où j'écris de temps en temps, bon, moins souvent que je ne voudrais, mais je ne suis pas un bon journaliste, ça me prend trop de temps. J'ai écrit une série d'articles sur le sujet qui vous préoccupe, qui s'appelle l'école parallèle. Car l'école parallèle, c'est l'ensemble des enseignements, mais aussi, je dirais, des émotions, de l'affectivité que l'enfant retire des affiches, retire du cinéma, retire de l'automobile, retire de la rue, retire de la télévision, et qui sont coupés de l'école. Il y a deux écoles en ce moment. Cette école officielle que l'on fuit et cette école parallèle que l'enfant recherche, et que souvent le maître redoute d'ailleurs. L'instituteur, il y sent une concurrence redoutable et il en a peur. Alors je réponds à votre ambition aussi rapidement que le permet la brièveté de notre entretien, que il faut évidemment une révolution, il faut que les maîtres reprennent confiance en eux. Les sociétés ont partout dévalorisé les enseignants, n'est-ce pas, pour des raisons justes ou injustes. On les rend responsables des maladies de la société. Ce n'est pas, monsieur, l'enseignement qui est malade seulement. Ce sont les sociétés qui sont malades. Ce ne sont pas les adolescents qui sont malades, qui vont dans la rue. Ce sont les sociétés, ce sont les familles aussi. Ce sont les adultes. Je ne jette jamais la pierre aux jeunes. Les jeunes sont, beaucoup d'entre eux, ce qu'ils peuvent être dans ces sociétés. Oui. Vous avez l'air d'être un peu ébranlé. Je suis ébranlé parce que je me dis, mais où vont précisément être les maîtres? Il me semble qu'aujourd'hui, justement, les jeunes cherchent des maîtres. Eh bien, vous avez eu Jaspers, vous avez eu aussi Romain Rolland, oui, dont vous parlez dans beaucoup, votre, oui, Camus, et d'autres. Et oui. même Mounier, vous donnez un certain chapeau. Mais où sont les maîtres aujourd'hui? Mais les maîtres, je vais vous dire quelque chose, les maîtres ne sont pas seulement des gens illustres, les maîtres sont des gens tout à fait inconnus, ce sont certains enseignants dans tous les ordres d'idées, ce sont même, j'allais dire, pour parler le langage religieux, ce sont des séculiers, des gens qui vivent dans le siècle, mais qui ont compris des choses. Et alors, je voudrais insister en terminant sur une des conclusions pratiques de mon livre, mais qui a été reprise, par exemple, par l'illustre psychanalyste et psychologue d'origine allemande, mais qui vit au Mexique maintenant, Erich Fromm, dans son dernier livre, qui porte le beau titre en anglais, car il a été très mal traduit en français. Le titre anglais, c'est The Revolution of Hope, n'est-ce pas? La révolution de l'espoir. Et cette conclusion, c'est qu'il faut faire confiance maintenant à des individus ou à des petits groupes. Notre réunion, par exemple, en ce moment, dans la mesure où vous êtes un peu ébranlé actuellement, eh bien, c'est, j'allais dire, c'est l'amorce d'un petit groupe. Et cet ingénieur dont je vous parlais hier, il parle à un moment donné des nevés. Les nevés, il a pris ce mot latin, ce sont des groupes de 9. Il dit, ils peuvent être 8, ils peuvent être 7, mais il ne faudrait pas que ça dépasse 9. Et ce sont des hommes qui se réunissent et qui parlent de tout cela et qui essaiment autour d'eux. Voyez-vous, Monsieur Brisebois, je crois que les grandes machines, dans l'ensemble, ont fait faillite. On fait faillite. Mon expérience des pays de l'Est, c'est que les révolutions qui portent uniquement sur par exemple, la collectivisation des biens matériels, ce qui est très important, la collectivisation des moyens de production, n'ont pas suffi à créer des hommes nouveaux. Quand je suis arrivé pour la première fois en Union soviétique en 1932,
On ne savait pas que c'était une époque de terreur stalinienne à ce moment-là, mais enfin, en tout cas, toute la littérature, le cinéma, il y avait encore de très grands personnages au cinéma, et ils étaient tous tendus vers le mythe de l'homme nouveau, l'homme, la femme nouvelle, l'homme nouveau produit par la Révolution. Eh bien, aujourd'hui, aucun observateur sérieux, fût-il membre d'un parti communiste, vivant dans ces pays, s'il vous parle entre quatre yeux, comme on dit en bon vieux français, ne vous soutiendra qu'il y a eu révolution dans les relations humaines. Il n'y a pas eu cette révolution. Il faut donc, en ce moment, c'est le grand problème, améliorer les institutions, mais en même temps, il faut que ces institutions soient vécues par des hommes dignes d'eux. Et alors, c'est là que nous retrouvons les problèmes de préparation. Et ça n'est pas du tout un renvoi à l'école telle qu'elle est, c'est un renvoi à quelque chose de bien plus profond, qui peut être tout à fait en dehors de l'école, qui peut être quelquefois dans l'école, qui est une éducation des éducateurs. Et ça, c'est un mot de Marx dans les thèses de Feuerbach. Il faut que l'éducateur soit éduqué. Et alors là, je crois que, si vous voulez, il faudrait un autre entretien. Oui, mais vous parlez aussi des religions. Vous faites un appel aux religions actuellement, dans la crise actuelle du monde. Qu'est-ce que vous attendez, vous, qu'on sait être agnostique, de ces religions? Mais, Monsieur Brisebois, je pense que vous avez lu les chapitres consacrés aux religions. Et alors là, si vous voulez, nous allons retourner en deçà de ce que je vous ai dit, car ces chapitres sur les religions font partie de toute une section du livre dont le titre est, avec un point d'interrogation, car j'aime beaucoup les points d'interrogation, où nous ressourcer, point d'interrogation, où pouvons-nous trouver de nouvelles sources de force morale et spirituelle? Alors j'ai examiné pas seulement les religions, mais les grands mouvements moraux et spirituels par certains côtés que j'ai connus. Je n'ai pas parlé de ce que je n'ai pas connu. Par exemple, je connais trop mal l'islamisme, je n'en ai pas parlé. Bon. Mais j'ai parlé longuement du christianisme et surtout du catholicisme, où j'ai beaucoup d'amis, et où d'ailleurs ma réflexion a suscité dans l'ensemble des échos très favorables. Mes critiques ont été considérées comme constructives. J'ai parlé du judaïsme, je reviens d'Israël, j'ai fait un troisième séjour depuis la guerre de 6 jours. J'ai parlé du marxisme, oui. Du marxisme, de Marx plutôt, et des marxismes et des communismes, puisque je dis quelquefois, et il est permis de plaisanter un tout petit peu, que par exemple à Paris, sur la rive gauche seulement, il y a 200 espèces différentes de marxisme. Et j'ai parlé de la spiritualité hindoue, car là vraiment j'ai eu des rencontres dans ma vie, et encore maintenant il m'arrive d'avoir des contacts avec des... Mais j'en ai parlé avec une profonde sympathie, en cherchant à voir ce qu'ils apportent, et dans l'ensemble, ce qu'ils apportent est souvent commun, mais en montrant aussi que face à ces problèmes particuliers du grand déséquilibre entre puissance et sagesse, il faut quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous ai dit. Il est encore à créer, quand même. Il est encore à créer, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous effraie. Il est à créer, il existe dans une certaine mesure. Il existe dans la mesure où des hommes le sentent. Il y en a qui le sentent aujourd'hui, oui. Qui l'éprouvent. Mais voilà. Il y a aussi des gens qui fuient. Oui, mais il y a toujours eu des gens qui fuient la vérité. Ce n'est pas une raison pour que la vérité n'existe pas. Georges Friedman, j'aimerais bien connaître votre jugement face à la réaction de certains d'entre nous devant cette société que vous avez dite malade. Certains, la jugeant malade, je pense à certains jeunes, les hippies par exemple, fuient cette société et s'en vont. D'autres, au contraire, sont portés à tout vouloir faire sauter. Comment vous situez-vous devant ces réactions extrêmes? Eh bien, n'est-ce pas, ce sont des réactions différentes, mais très compréhensibles, si vous voulez. Je dirais même compréhensibles scientifiquement et sociologiquement. Alors, les hippies font partie, de jeunes qui ne peuvent pas supporter le carcan de la société, le carcan des emplois, la vie dans les bureaux, la vie dans les usines. Ils ont été admirablement étudiés, je vous dis ça en passant, par un sociologue américain, Jess Pitts, qui, je crois, a fait vraiment les meilleures études sur les hippies. Et d'autre part, j'en ai vu beaucoup moi-même. Et je crois que cette évasion des hippies vers ces communautés, vers la nature, c'est ce qu'ils pensent être la nature, vers toutes sortes de libertés qu'on peut trouver excessives, vers la vie commune,
vers des communautés sexuelles même, enfin avec toutes sortes d'excès. Tout cela est une réaction contre les servitudes et enfin les chaînes de cette société qu'ils jugent, qui les opprime. Et d'ailleurs, dans mon livre auquel vous voulez bien vous intéresser, il y a un chapitre particulier étudiant le travail chez les hippies, leur conception du travail. Ils ne veulent absolument pas travailler dans un monde de compétition. Aussitôt qu'il y a compétition, ils s'effacent. Alors quant au violent, mais c'est une autre forme de réaction et des adolescents. Bon, ces mouvements de violence sont assez terribles parce que ils ne sont pas idéologiquement vraiment organisés. Chez ces violents, il y a en même temps une sorte de manque de confiance dans toutes les grandes doctrines. Il faut dire que en même temps que la société est malade, les doctrines sont malades. Les gens ne croient plus, par exemple, dans le mythe de l'Union soviétique. Les gens ne croient plus dans n'importe quelle forme de socialisme. Vous pouvez leur parler de Cuba, vous pouvez même leur parler de la Chine. Certains d'entre eux, vous pouvez bien entendu leur parler de l'URSS, vous pouvez leur parler d'autres modèles, enfin encore même du socialisme yougoslave. Ils sont sceptiques. Et alors ce qui explique qu'ils cherchent quelque chose confusément. Ils cherchent confusément un socialisme à visage humain et ils le cherchent à travers des tâtonnements et pour certains d'entre eux à travers des violences qui évidemment nous choquent et peuvent nous affoler. Puis il y a tous les inquiets aussi, tous ceux qui ne savent plus vraiment, n'est-ce pas? Et alors oui. qui se tairent et qui attendent. Vous savez, il y a eu, je crois, des inquiets dans tous les temps. Ça, je crois que si vous étudiez le Moyen-Âge, si vous étudiez la période d'épanouissement de l'Église catholique, il y avait aussi des inquiets. Il y a eu des inquiets devant l'an 1000, et en ce moment, il y a des inquiets devant l'an 2000. Et vous voulez rester l'homme de l'espérance. Je veux rester l'homme de l'espérance. Je ne le veux pas du tout comme une foi, mais je pense que tout n'est pas perdu. Et tout n'est pas perdu tant qu'il y a des hommes qui prennent conscience des problèmes. Il faut des prises de conscience et qui croient qu'on peut agir, même par l'exemple, par ces petits groupes et par cette action, cette action nouvelle, révolutionnaire, que j'appelle l'éducation véritable. Georges Friedman, je vous remercie. Eh bien, j'ai été très heureux de cet entretien et j'espère que les quelques paroles que j'ai prononcées trop tôt ne gâteront pas. Je suis persuadé que ça pourra se réparer. Bien. La technique a tellement de puissance.